Donc là, on déguste une cuvée de Beaune, comme les hospices de Beaune, la cuvée Guigonne de Salins. Guigonne de Salins, épouse de Nicolas Rolin. Alors, on sait que les cuvées des hospices ont des noms qui sont souvent les noms des donateurs ou finalement des personnages historiques. On sait que les noms des personnages historiques, quand ils sont sur les cuvées, comme Beaune Nicolas Rolin, Guigonne de Salins, sont aussi les vins qui témoignent des plus vieilles parcelles que possèdent les hospices. Parce qu'on a commencé par donner le nom des fondateurs. Exactement. Donc les premiers dons de vigne ont eu lieu en 1459, donc voilà, je ne me rappelle plus si c'était une parcelle de Beaune, mais on a vraiment les hospices, c'est aussi un patrimoine de 5 siècles de grands terroirs. Dans le cas des Guigonne de Salins, donc là on est également sur un premier cru, mais un Beaune premier cru, parce qu'il y a 3 origines dans cette cuvée. La principale, c'est en Beaune pressante, donc on est au pied du coteau de la montagne de Beaune, et puis les 2 autres parties sont plutôt au côté un peu plus sud, avec les champignons et les oreurs. Beaune 2013, évidemment, ça rappelle pour moi des mauvais souvenirs, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a fait quand même la une de beaucoup de journaux à l'époque. Fin juillet, on a eu un orage de grêle qui a vraiment détruit une très grosse partie du finage de la côte de Beaune. Ça a commencé au sud de la colline de Coton. Donc Pernat-Vergelès, Savigny-les-Beaunes, c'est passé Beaune, c'est redescendu sur le nord de Beaune, sur Meursault, enfin, ça a été très étendu. Et de ce fait, quand on voit une récolte quasiment anéantie par un gros orage de grêle, nous-mêmes, on est propriétaires en Beaune-Clos-des-Mouches, on n'est pas allé vendanger la vigne, il n'y avait plus rien. Bon, on était sur un secteur où l'orage est passé en plein dedans, là il n'y avait plus rien à faire. Ce n'est pas le cas des Beaunes Guigonne de Salins, où là on était sur plusieurs secteurs. On avait, comme on l'a dit tout à l'heure, une floraison un peu chahutée par les températures, par le mauvais temps à l'époque, donc mauvaise floraison, donc déjà naturellement baisse de rendement, et en plus cette grêle du mois de juillet qui a encore fait tomber des raisins. Alors l'avantage si on peut donner un point positif, à chaque chose malheureusement, c'est qu'au mois de juillet, on a fait tomber évidemment des grumes qui ont séché par la grêle, une grume qui est talée par un grêlon, ma foi elle sèche et elle tombe par terre, donc on n'a pas d'incidence qualitative. Si on a une grêle à 15 jours des vendanges, alors là on n'est pas bien parce que là ça a une incidence qualitative, ça peut pourrir, ça peut, voilà. Alors que là c'est pas le cas, ça sèche et ça fait tomber encore le rendement. Du coup on est sur des rendements historiquement très 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 faibles, et dans ce malheur donc on a naturellement eu des vins d'une concentration très rare. Par un système simple, c'est-à-dire qu'il y a moins de gras sur chaque cep, donc les raisins vont profiter de la densité du... Tout le système racinaire va continuer de nourrir la plante, et puis ça va aller à 3 raisins au lieu d'aller à 5 ou 7. Donc là, c'est certain qu'on a bénéficié. Bon, malheureusement, ça ne va pas remplacer. Ça ne va pas remplacer, si ce n'est que lorsqu'on voit le produit de la vente des hospices de Beaune en 2013, on s'aperçoit que c'est un record. Malgré une récolte historiquement la plus basse, on est arrivé à la vente des vins, à faire un produit historiquement le plus haut. Donc ça veut bien dire qu'on avait la qualité au rendez-vous. Si les vins n'avaient pas été à la hauteur des prix pratiqués, ça n'aurait jamais pu se faire. Là, on a vraiment quelque chose de très rare, ça c'est certain, et qui a créé cette aspiration dans les tours au niveau des prix. L'essentiel, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a, à un moment donné, comme on savait qu'on n'aurait pas suffisamment de vin, on a ouvert la porte à ceux qui voudraient quand même en avoir à acheter 3 bouteilles 6, parce que justement, on savait qu'on ne pouvait pas servir tout le monde. Donc, c'est pas forcément pour... Enfin, je pense, tu peux en parler avec nous, c'était pour pouvoir servir tout le monde, parce que effectivement, on a des clients qui d'année en année nous suivent, et c'est pas très bon s'ils partent sans rien. Donc, le but était que chacun partage un peu la caisse, de manière à laisser les gens pouvoir acheter ne serait-ce que 3 bouteilles pour ne pas casser cette mise en cave avec ces millésimes. Nous, professionnellement, il n'y a rien de plus intéressant pour un journaliste que de pouvoir trouver un viticulteur qui est capable de lui faire ce qu'on appelle une verticale, c'est-à-dire dans le même cru, de pouvoir, dans la même région, de pouvoir balayer à la dégustation année après année en s'éloignant du point. Et ça, c'est quelque chose de très prisé. Donc, les personnes qui nous suivent depuis plusieurs années, qui sont fidèles, ont cette capacité. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que peut-être qu'ils n'ont même pas conscience que c'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir déguster tous les comparer les millésimes. C'est pour ça que dans nos sélections,
dans la mesure du possible, on essaye d'avoir le fil rouge en essayant de mettre toujours une cuvée que l'on achète d'année en année pour pouvoir justement faire cette dégustation. Exactement. Et c'est avec cette dégustation verticale qu'on comprend mieux la différence des millésimes et qu'on a un attrait pour avoir tous les millésimes. Quelqu'un qui voudrait acheter que les grands vins parce qu'on lui a dit que c'était les grands vins, malheureusement, il peut tomber aussi sur une année considérée comme très grande parce que le potentiel de garde est énorme. Et s'il n'a pas le temps de les attendre 20 ans, il peut être déçu à un moment donné. Alors que le fait d'acheter tous les millésimes, ça permet d'avoir toujours en cave le millésime bon à boire. Exactement. Il y a ce phénomène-là. Après, dans les critères de sélection, on essaie aussi d'avoir des vins, parce qu'on est sur des monocépages, de pinot noir ou de chardonnay, et quelque part, on est sur un mouchoir de poche aussi à une certaine échelle. C'est-à-dire que sur les vins qu'on choisit, on essaie d'avoir un Corton, un Beaune, un Volnay, éventuellement un Savigny, un Pernand, mais voilà, il faut avoir aussi en tête que les gens n'ont effectivement pas forcément une carte sous les yeux, mais ces vins-là, ils sont à 3-4 km d'écart du plus éloigné du nord jusqu'au sud, quelque part. Donc on est vraiment sur cet effet terroir, et c'est aussi ce qu'on essaie de faire quand on fait la sélection au moment des vendanges, ou juste après et avant la vente avec toi et tes équipes, c'est de dire, ok, tel terroir ressort bien, et on va pouvoir comprendre ce qui fait la singularité de la Bourgogne, cet effet terroir, la caractéristique du sol, pourquoi l'exposition, voilà, tous ces phénomènes vont se retrouver in fine dans l'aspect gustatif. Alors est-ce qu'on retrouve déjà, voilà, tu parlais des terroirs, notamment des bressandes, Ah oui, alors là on sent qu'on est sur des choses un tout petit peu plus animales par rapport à tout à l'heure, on était sur quelque chose de plus floral et fruits rouges. Là on commence à avoir des notes un peu un petit peu de cuir déjà, quelque chose comme ça, fourrure. Et ça c'est un autre style de vin qu'on va retrouver plus sur les Cortons même. Mais voilà, on est sur des notes aromatiques différentes. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de dégustation verticale en disant on prend un vin à peu près du même secteur et on le déguste dans différentes années. Ça c'est pour voir la différence des millésimes. Après, la différence des terroirs, elle se fait sur une dégustation qu'on appelle horizontale. Donc à l'inverse, on va prendre dans le même millésime plusieurs crus différents. Et là aussi, je pense que dans la sélection, il y a des gens qui jouent cette carte de différenciation en prenant un Savigny, un Corton, et voilà, Volnay ou un Beaune. Et ils comprennent très bien la différence. Parce que même lorsqu'on est à 100 mètres de différence au terroir des Bourgognes, ça paraît fou, mais c'est ce qu'on appelle un mosaïque. C'est pourquoi les climats de Bourgogne sont candidats au patrimoine de l'UNESCO. Candidats au patrimoine de l'UNESCO, parce que c'est la richesse exceptionnelle de ce terroir où on est capable de sortir des vins totalement différents à chaque fois qu'on fait 100 mètres. Donc là, on retrouve un très beau mariage. La Malo est plus avancée. Là, on sent un grain avec ces légères notes, effectivement, fourrure animale, et en même temps, on a une rondeur déjà des tanins, il n'y a pas d'agressivité. Pourtant, je rappelle qu'on est dans le même millésime, on avait toujours cette acidité à savoir gérer, là, puisque fin de maturité, ça a été vendangé, c'est une des premières vendangées début octobre, on avait cette gestion de l'acidité, parce que l'acidité, c'est ce qui donne le caractère au pinot noir en Bourgogne, ça c'est sûr. Vous pouvez goûter tous les pinots d'Oregon, d'Australie. Ce qui nous caractérise, c'est cette capacité à garder de l'acidité, ce qui n'est pas le cas forcément dans ces régions-là. Donc c'est un peu... voilà, c'est notre différenciation. Il faut que cette différenciation, elle soit positive. Il ne faut pas être sur un vin acide, parce qu'il n'y a rien de pire, parce qu'aujourd'hui les gens, le goût a évolué avec ce qu'on met dans les assiettes ou ce que peuvent boire les gens en dehors. Là on s'habitue de plus en plus au sucré et du coup on a une certaine frilosité à l'acidité. Il faut la gérer, cette acidité. Elle est vraiment là, c'est le fil qui va tenir, c'est la charpente qui va vraiment tenir. Il y a les tanins, mais il y a cette acidité là. C'est vraiment une combinaison dans l'élevage. L'équilibre, il est là aussi. Donc c'est pourquoi les Malos, alors c'est sûr qu'il y a des années où il y a plus d'acide malique que d'autres, donc on aura une in fine plus ou moins d'acidité, mais c'est là encore, de temps en temps, si on considère qu'il est nécessaire, on peut également faire des remontages, enfin des bâtonnages sur des rouges, si on pense qu'il faut apporter de la richesse, donc c'est moins courant que sur les blancs, mais ça peut se faire également. Voilà, tout est une recherche d'équilibre. D'accord.
Ce que tu pratiques aussi, c'est des soutirages, éventuellement. Voilà. Donc un soutirage, en fait, pour faire un peu Une court. fois que la malo est faite, on fait un soutirage, c'est-à-dire qu'on va mettre un robinet à cet endroit-là, puisque ça c'est un gros croc. C'est ce qui permettra de mettre une chaire, un robinet, et on va ouvrir, on va déboucher, là, parce que sinon le fût va s'aplatir. Et on va laisser couler le vin, généralement à l'air, puisque après la fermentation malolactique, on aura besoin d'aérer pour un peu d'oxygène et apurer un petit peu des arômes de fermentation qui ne sont pas forcément ceux qu'on veut conserver. Et là, on va clarifier en même temps un peu plus. Bon, au départ, on va laisser plus de lime, et sur le dernier soutirage, on va Tu vas faire quoi, 2-3 soutirages éventuellement entre la malo et les... Généralement deux. Généralement 3, c'est parce qu'il y a un besoin d'aération, parce que voilà, la composition du raisin, etc., a fait qu'on a besoin d'aérer un peu plus. Mais généralement, on y va à 2. On ne veut pas trop chercher, parce que qui dit ça rapporterait, si tu faisais trop de soutirage, tu amènerais justement trop d'oxygène, ça... on va amener trop d'oxygène, on va fragiliser les vins, il va falloir les protéger, on risque d'être obligé de remettre de sulfiter, c'est pas le but non plus. Si le vin, on est obligé quand même de faire un soutirage, il ne peut pas rester sur des lits éternellement, parce qu'après il peut y avoir des goûts qui arrivent et qui ne sont pas forcément recherchés, mais après on ne cherche pas, on va faire un soutirage généralement après les malo. On peut être amené à un moment donné, si on sent qu'une pièce est trop forte en boisé, on va changer de fût. Mais voilà, donc, et puis un soutirage à la fin pour marier, si on a plusieurs pièces et qu'on veut faire un tirage homogène, on va forcément les assembler, et voilà. On ne va pas rechercher des soutirages de manière outrancière, il faut garder le CO2 naturel du vin, etc. D'accord. Là, c'est sûr que par rapport à Montely, on est sur quelque chose... Un peu plus de structure quand même. Un peu plus de structure, effectivement. Et le fait d'assembler ces trois premiers crus, ces deux secteurs, je dirais, là contribue également à l'équilibre. Si la cuvée a été composée de ces deux secteurs, c'était bien aussi pour avoir un équilibre naturel, sachant qu'on n'est pas sur un climat, donc on n'a plus besoin de cette recherche du sol, enfin, du climat intrinsèquement. Donc on va travailler sur le même niveau de premier cru, avec plusieurs parcelles qui sont complémentaires, qui amènent une complexité. Qui amène une complexité, ce qui permet également, lorsque une partie des vignes doit être arrachée, de pouvoir assembler également des âges de vignes différents, parce qu'il n'y a rien de... Ça serait dommage du jour au lendemain d'être obligé de passer à une vigne de 50 ans à une vigne de 5 ans, parce que là, les gens ne reprendraient plus. Donc là aussi, le fait d'avoir plusieurs parcelles, ça gestion de manial, en fait. Gestion de manial, de manière à pouvoir toujours avoir un cœur de vin issu de vieilles vignes.